Vous êtes enceinte, c'est un problème, l'avortement va être la solution. Une femme ne lâche pas un peu la bride du contrôle de sa fécondité de temps en temps. En oubliant une pilule, en la prenant en retard. Il faut faire quelque chose. C'est pas elle qui doit venir vers nous, c'est nous qui devons aller vers elle. J'ai dit, bon voilà, c'est bon, on va faire un centre de planning familial laïque et pratiquant des avortements, quelque part au milieu de cette énorme zone où il n'y a rien. J'ai été inculpée 3-4 fois, mais 2 fois, j'ai le souvenir précis des juges d'instruction qui me disaient nous avons la preuve de l'avortement qui a été fait par vous, mais enfin, j'imagine que vous êtes tenu par le secret professionnel et donc vous ne nous direz rien. Je disais, bah oui, c'est ça, c'est même ça, c'est très exactement ça. Et voilà. Moi, c'est Fiorine. Et moi, c'est Morgane. Vous écoutez Lueur Fauve. Ici, on vous emmène chacune à notre tour à la rencontre d'êtres libres, des âmes qui inspirent, bousculent, éveillent. Vous entendrez des personnes qui ont choisi d'écouter leur feu intérieur, des voix qui réveillent les lumières qui sommeillent en nous. Bienvenue dans Lueur Fauve, le podcast des âmes indomptables. Aujourd'hui, c'est moi Morgane qui t'emmène dans cet échange. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors, comment te sens-tu à l'aube de notre conversation ? Normalement bien. Pas stressée ? Non. Allez, super. Tu es donc Dominique Roynet, c'est comme ça qu'on dit ? Roynet ? Non, on dit Rouenet, on dit Dominique Rouenet. Même si ici à Jemelle, on dit Roynet, mais on dit Dominique Rouenet. Dominique Roynet, une médecin engagée, je dirais même activiste, avec un grand cœur et un cœur de cible, les femmes. Tu es de celles qui montent au front et bravent les interdits. Tu as pratiqué des avortements illégaux quand la loi te semblait injuste, quitte à risquer ton statut pour rester fidèle à tes valeurs. Derrière ta blouse blanche, on devine une femme au caractère bien trempé, aux convictions solides, une féministe dans l'âme, une femme pour qui les inégalités et les injustices sont tout simplement insupportables. Est-ce que tu valides cette petite description que je viens de faire de toi ? Oui, oui. Ouais. Tout à fait. Oui. Et justement, toi, si tu devais te présenter à quelqu'un qui ne te connaît pas sur le plan pro et perso aussi, du coup, qu'est-ce que tu lui dirais ? C'est difficile parce que je suis souvent étonnée quand on fait l'état des lieux de mes hauts faits d'armes. Moi, j'ai toujours eu du mal à faire un curriculum, en fait. Et quand je devais faire un curriculum, il y a longtemps, j'en ai plus fait, mais quand je devais en faire un, c'était toujours les autres qui me disaient « et n'oublie pas ceci, et n'oublie pas cela, et n'oublie pas cela ». Moi, j'ai un peu de mal à me vendre. Alors là, je t'ai vendu sur le plan pro, je pense qu'on voit déjà la femme que tu es. Sur le plan perso, tu es une maman. Oui, j'ai un fils et 2 petits-enfants. Est-ce qu'on oserait donner ton âge ou on garde ça secret ? Non, on peut me donner mon âge, j'ai 71 ans. 71 Mon fils en a 38 et mes petits-enfants en ont 6 et donc presque 7 et 9. Tu as 71 ans et tu te sens encore avec de l'énergie ? Oui, je me sens encore avec assez d'énergie de l'âge de... j'ai encore assez d'énergie pour faire ce qui me semble nécessaire de faire. Je fatigue plus vite, mais ça c'est normal. Tu restes la femme énergique. On vient de parler de ton toi d'aujourd'hui, mais je suis curieuse aussi qu'on parle un peu de ton toi du passé. Quel enfant étais-tu ? Et dans quelle sphère familiale as-tu grandi ? Alors, je suis une petite fille de parents divorcés. Mes parents, qui étaient gemellois, ont divorcé quand j'étais petite. J'avais 6 ans, 7 ans, je crois. Et je suis allée habiter avec ma mère à Liège à l'époque, et puis à Bruxelles après. Et j'ai été élevée avec ma petite sœur, qui a 1 an et demi de moins que moi, par une maman seule. Une maman seule qui avait déjà des convictions, des grandes valeurs. Alors oui, qui était elle-même une syndicaliste, féministe, communiste, issue d'une famille qui était une famille laïque, avec un papa qui avait lui-même été résistant communiste. Et donc une tradition du côté de maman, en tout cas, qui était une tradition d'engagement social et d'engagement féministe. Ouais. Du côté de mon papa, c'était plus une famille traditionnelle, je vais dire,
pas très engagée politiquement, mais voilà, ça c'est clair que c'est du côté de ma maman que je tiens. Il y a cette fibre que je féministe et combattante du côté du papa alors. Et la détermination aussi, sûrement, oui. Et du coup, on va faire un petit saut dans le temps. À quel moment tu t'es dit, je veux devenir médecin? Est-ce que tu te souviens, pour toi, ça a toujours été clair? C'était comme une vocation, quelque chose d'inné? Mais c'est arrivé très vite. Hein. Je veux dire, quand, à la fin de mes humanités, je savais déjà que j'allais aller vers la médecine, je savais bien. Mais à l'époque, je me posais la question, il y avait déjà beaucoup de femmes sur les bancs de l'auditoire il y en avait moins à l'UNIF. Oui. Il y en avait moins que maintenant, mais attention, parce que mai 68 était passé par là, hein, qui a quand même été un grand moment, un grand mouvement libertaire qui a inspiré beaucoup de jeunes, et en particulier de jeunes étudiants à l'époque. Hein, donc on était... Tu n'étais pas la seule femme, quoi. Non, de loin pas. On n'était pas dans cette proportion actuelle où il y a plus de femmes que d'hommes sur les bancs de l'université, en tout cas dans mon université à l'ULB, mais je pense dans les autres universités aussi. Mais enfin, il y avait 40% de femmes, 40% de femmes, oui. J'aurais dit beaucoup moins, en fait. Non. C'était déjà dans la mouvance, c'était déjà un métier qui se féminisait. Oui, qui se féminisait à ce moment-là. Oui. Donc tu n'as pas, entre guillemets, pour cette partie-là, été précurseur. Non, pas du tout. Donc ça n'a pas forcément été difficile de se faire une place dans le milieu de la médecine. Mais je pense que ça a été d'autant moins difficile que j'ai fait le choix de la médecine générale. Hein, et qu'en médecine générale, on est quand même très fort seul avec ses patients. Je pense que pour les femmes de ma génération et mes collègues étudiantes qui ont choisi les carrières académiques ou les carrières hospitalières, c'était plus difficile. Hein. Ça, c'est clairement. Et c'est encore plus difficile. Les chefs de clinique sont majoritairement des hommes. Hein. Ouais. Encore actuellement. Mais en médecine générale, c'est différent. Ça me fait toujours sourire quand j'entends que tu dis médecin généraliste, parce que j'ai l'impression que tu n'es pas une médecin généraliste, que tu es une médecin qui s'est tellement spécialisée, qui a tellement milité pour le droit des femmes, et puis aussi qui a toujours œuvré pour les personnes plus précarisées. Hein. Tu t'es installée dans un cabinet, dans un quartier défavorisé du côté de... Oui, mais là, j'ai fait de la médecine générale. Hein. Pendant 41 ans, j'ai fait de la médecine générale. Mais sociale aussi, peut-être. Sociale, oui. Social, parce que c'était le choix d'un quartier qui était un quartier... le quartier de la Gare du Nord à Bruxelles. C'est pas un quartier facile. Hein. C'est un quartier quand même avec une très grosse population migrante. Et les Belges qui restent dans ce quartier-là, c'est pas des gens très fortunés, c'est même des gens souvent très cabossés de la vie. Mais ça avait beaucoup de sens, hein. Ça avait beaucoup plus de sens. C'était ton choix de te mettre bien là. sûr, c'était une manière de donner sens aussi à mon travail. C'était, puisque je suis pensionnée de la médecine générale, de donner sens à mon travail de médecin généraliste, parce que je savais que je ne voulais pas être un médecin généraliste prescripteur de médicaments et qui allait renouveler les médicaments à monsieur ou à madame qui avait son cardiologue, son pneumologue, son gynécologue, son dermatologue, etc. et qui venait chez moi pour renouveler les médicaments ou pour avoir vaguement un avis et être sûr que ça corroborait bien celui du spécialiste qu'ils avaient de toute façon été voir d'abord. Oui. Donc ça ne m'intéressait pas du tout, cette médecine-là. Tu ne voulais pas être qu'un médecin qui soigne. Je voulais être un médecin qui soigne, mais j'avais une... Mais qui soutient, qui défend. J'ai toujours eu la conviction que la santé, elle ne peut pas être bonne si le social est mauvais. Hein. Si on est en mauvaise santé sociale, on est en mauvaise santé physique et psychologique. Au demeurant, je ne l'ai pas inventé. Toutes les études montrent qu'il y a une corrélation entre les deux. Hein. Mais à quel moment tu as pris cette voie? À quel moment tu es devenu ce médecin militant pour le droit des femmes, pour le droit d'avorter? Tout de suite, en sortant de l'université, déjà à l'université, j'avais fait le choix de mes stages en gynéco chez Willy Peirce, qui est le dernier médecin belge à avoir fait de la prison pour pratique de l'avortement. C'est chez lui que j'ai dû faire mes stages à Namur. C'était un choix. Et ça, c'était évidemment. volontaire? C'était connu de tous qui pratiquaient des avortements illégaux quand tu fais le choix d'aller là faire ton stage? C'est-à-dire qu'à l'époque, l'avortement était illégal. Oui. Donc, tout le monde faisait des avortements illégaux, puisqu'il n'y avait pas d'avortement légal. Mais vous dites que vous l'avez choisi, lui,
Pourquoi lui, il était plus Parce que engagé lui qu'un autre? il était connu dans son engagement. Il était très connu dans son engagement. Pas que Louis, mais il était très connu dans son engagement avec toute l'équipe de gynécologues de l'hôpital Saint-Pierre, d'une manière générale, de l'ULB d'ailleurs. Mais Louis Willy Peirce était très connu dans son engagement. Et puis c'était une figure. Voilà, il était encore une fois le dernier médecin à avoir fait de la prison en Belgique. Et donc pour nous, c'était un peu une espèce de maître comme ça. Et c'est lui, du coup, qui t'a appris à pratiquer l'avortement? C'est lui qui a commencé, oui. Après, d'autres ont continué à me l'apprendre. Mais oui, j'ai commencé d'apprendre avec lui. Et cette envie de pratiquer l'avortement à un moment où c'est illégal, ça t'est venu, enfin, tu t'es dit, je veux faire des avortements, ou c'est en étant avec lui que tu t'es dit, je veux faire comme lui? Non, je voulais faire des avortements, c'est pour ça que je suis allée chez lui. Ah, Voilà. vous vouliez faire des oui, avortements? je voulais faire des avortements, c'est pour ça que je suis allée me former chez lui. Parce que je savais que chez lui, j'aurais l'occasion de faire des avortements, d'apprendre à faire des avortements. Ah oui, donc c'était quelque chose qui vous a toujours animé, en fait. Toujours, oui. Toujours cette idée qu'il fallait que la pratique de l'avortement devienne un acte légal, un acte de santé, un acte de médecine légale. Et pas un truc qu'on faisait comme ça, en cachette, clandestinement, en catimini. Non, que ça devienne... C'était un combat pour que l'avortement devienne ce qu'il est devenu. On n'a pas tout à fait fini, mais ce qu'il est devenu, en tout cas en Belgique, c'est-à-dire un acte légal, prévu par la loi, remboursé par la sécurité sociale, qui coûte un minimum aux femmes quand c'est fait dans des conditions de médecine publique. Est-ce que tu te souviens du coup de ton tout premier avortement? Non. Tu en as fait trop dans ta vie? Oui. C'est pas un moment qui t'a marqué? Non. Mais c'est parce que je me dis, je sais pas, moi, j'ai l'impression qu'en tant que médecin, chaque premier acte qu'on doit poser, il doit y avoir un espèce de stress, mais que là, vu le contexte... Non, parce que c'était pas non plus le premier... Il n'y a pas un premier... On travaille avec un maître, hein, on travaille avec un enseignant, et donc on pose des gestes, un premier geste simple, une anesthésie, et puis un geste un peu plus compliqué, et puis un peu plus compliqué, et puis à un moment donné, on pose l'entièreté du geste tout seul. Mais c'est quoi le premier? C'est le premier qu'on voit faire, le premier qu'on commence à faire. Pour moi, il n'y a pas un premier, il n'y aura pas un premier, il n'y aura pas un dernier. Il y a une histoire de femme. Hein. Oui, et il y a eu... Tu ne te souviens plus du tout dans quel état d'esprit tu étais à l'époque. J'imagine que tu fais ça... Tu sais les risques que tu encours à ce moment-là? Je ne pensais pas à ça, pas du tout. Ah oui, ok, pas du tout. Je ne pensais pas du tout à ça. Parce que tu te sentais au-delà des lois? Non, j'étais sûre que je faisais quelque chose de bien. Malgré que la société te dit quelque part que tu fais quelque chose de mal? Oui, bien sûr, bien sûr. Et je me demande, est-ce que ton entourage, tes parents savaient ce que tu faisais? Oui, mais bon, là j'étais très soutenue. Hein. À l'époque, je vivais encore moitié avec ma mère, moitié seule, parce que voilà, j'avais terminé mes études, j'étais à moitié en autonomie, mais pas encore financièrement complètement autonome. Et donc, ma maman savait très bien ce que je faisais, et mon entourage aussi, évidemment. Moi, j'étais entourée de gens. Personne ne t'a mise en garde? Non, moi, j'étais entourée de gens soutenants, engagés, militants. C'est une facilité. Hein. Je n'ai pas dû me battre contre une famille qui avait des opinions différentes de la mienne. Il n'y a jamais eu de la naïveté, c'était volontaire. Tout à fait, oui. Je n'étais pas du tout naïve des risques que je courais. En même temps, après l'incarcération de Willy Peirce, qui avait eu lieu plusieurs années avant le début de mes activités professionnelles, ça semblait assez évident pour remettre encore une fois un médecin en prison pour faire d'avortement, ça allait quand même devenir un peu compliqué, là. Hein. Parce que Willy Peirce avait déclenché des manifestations invraisemblables dans les rues, une mobilisation terrible. Hein, les femmes n'ont pas supporté. Pas que les femmes, les humanistes, les féministes, les démocrates n'ont pas supporté ça. Donc, et toi-même, tu es descendue dans les rues au moment où oui, à l'époque, on y allait, on y était tous dans la rue. Hein. Ça vous semblait totalement injuste? Mais oui, c'était totalement injuste, évidemment.
bien sûr. Comment ça se pratiquait, les avortements? On dit clandestinement, on imagine, tu vois, une scène de film. Ça se faisait déjà dans un cabinet, ça se faisait à domicile? Non, ça s'est toujours fait en cabinet Oui. médical. On n'a jamais travaillé, moi en tout cas, j'ai jamais travaillé à domicile. Ça se faisait dans des cabinets médicaux qui étaient des cabinets de gynécologie assez classiques en fait, hein, avec une table gynécologique, avec du matériel gynécologique, avec des spéculums, avec des sondes, avec une pompe d'aspiration, avec du matériel d'anesthésie, enfin un truc assez classique. Bon voilà, la technique a évolué, et puis beaucoup de choses ont évolué en combien de temps maintenant, tellement d'années, je ne sais plus, de pratique professionnelle, les choses ont beaucoup évolué. Il y avait plus de risques à l'époque de... Non. Il n'y avait pas plus de risques. Parce que c'était déjà la technique qu'on utilise. L'avortement médicamenteux n'existait évidemment pas à l'époque, mais c'était une technique d'aspiration, de vacuum-aspiration, donc d'aspiration sous vide, qu'on utilisait déjà à l'époque, avec les mêmes pompes, avec les mêmes techniques que ce qu'on utilise maintenant, qui sont des techniques extrêmement sécurisées sur le plan de l'asepsie, mais aussi sur le plan des complications éventuelles pour la santé de la femme. Et donc, au tout début de votre carrière, y a-t-il eu un jour un avortement qui s'est moins bien passé, qui s'est mal passé? Il y a toujours des petites complications, hein, mais je pense que ce qui est vraiment des petites complications, d'abord il faut savoir qu'on n'est jamais seul, on est toujours toujours deux médecins. A fortiori, quand je faisais mes pratiques, mes premières expériences dans les hôpitaux. Oui, il y a des petites complications. Oui, il y a des avortements qui se passent moins bien. Oui, il y a des femmes qui ne sont pas bien avec ce qu'elles vivent. Oui, tout ça, on apprend à le gérer au fil du temps. Mais des grosses catastrophes en matière d'avortement en Belgique, il n'y en a pas eu. Hein. Il n'y en a pas eu. Oui. Parce que même avant que l'avortement ne soit légalisé, donc au moment de la loi Lallemand-Mikkelsen, il était déjà pratiqué médicalement. Contrairement à d'autres pays où, quand l'avortement n'est pas légalisé, il est pratiqué dans des conditions dangereuses. Chez nous, c'était les médecins qui pratiquaient des avortements déjà avant qu'ils ne soient légalisés. Hein. Oui, c'était entre guillemets encadré, mais je me dis, ces médecins-là, ils n'avaient pas pignon sur rue. Mais nous, on disait qu'on en faisait. C'est pour ça qu'on a été inculpés. D'accord, donc c'était via le bouche à oreille. Alors il y avait le bouche à oreille, mais il y avait aussi des notifications dans des petits journaux, dans des publications étudiantes. On ne se cachait pas. Hein. On se cachait pas publiquement, hein. Mais vous n'aviez pas peur de perdre, d'être rayé de l'ordre des médecins? C'était le risque. Alors quand après même. Willy Pearce, et après la condamnation de Willy Pearce, plus aucun médecin n'a été rayé de l'ordre ou n'a eu de nuit avec l'ordre. Même Willy Pearce n'a pas été rayé de l'ordre. Il a été puni par l'ordre des médecins de 2 ans de suspension de pratiquer au motif que sa condamnation pénale avait entaché l'honorabilité de l'ordre. Donc il n'a pas été puni par l'ordre parce qu'il avait fait des avortements, il a été puni par l'ordre parce qu'il avait eu des ennuis judiciaires qui avaient été médiatisés et qui avaient entaché la crédibilité de la profession. C'est dire le niveau d'hypocrisie qu'il y a autour de cette affaire-là et qui continue d'exister autour de cette affaire-là. Hein. C'est clair que autour de l'avortement, il y a une hypocrisie invraisemblable. Hein. Alors tu viens de le dire, tu as toi-même été inculpé, tu peux nous expliquer? À l'époque, quand on voyait débarquer dans un centre de planning, je travaillais à Bruxelles à l'époque, quand on voyait débarquer 4 ou 5 hommes, c'était une descente de la justice. Hein, donc il y avait une plainte quelque part et alors arrivait le juge d'instruction, son greffier, le représentant de la police judiciaire, le représentant de l'ordre des médecins, qui étaient les 4 personnes absolument nécessaires pour saisir un dossier médical et éventuellement un serrurier si la porte était fermée. Comme ça, ils pouvaient ouvrir la porte sans effraction. Mais la plupart du temps, on les voyait arriver. Encore qu'il y a eu une saisie qui s'est passée un jour dans le planning où je travaillais où nous n'étions pas là. Donc le serrurier est intervenu pour ouvrir la porte. Et comment est-ce que tu vivais, toi Mais quelque part, on s'y attendait, hein, donc vous étiez on n'était pas sur surpris, dénonciation, hein, alors presque toujours sur dénonciation, et les dénonciations étaient des dénonciations des hommes, hein, donc les pères ou les maris en général qui dénonçaient, pour avoir été souvent vexés de n'avoir pas été tenus au courant. Voilà, c'était les pères ou les maris.
Alors les dames, elles étaient convoquées par la police à l'époque, elles étaient relativement efficacement cuisinées et en général d'ailleurs les faits étaient établis parce que les policiers enquêtaient, demandaient aux mutuelles la preuve qu'il y avait eu un curtage ce jour-là et les mutuelles délivraient très spontanément un document confirmant qu'il y avait eu curtage ce jour-là par tel médecin dans tel centre. Et toi, quand tu étais entendue, tu niais ou Non, je niais pas. Stratégie, mais non? moi, j'ai eu la grande chance de tomber. En tout cas, alors, j'ai été inculpée 4 fois, mais 2 fois, oui. Mais 2 fois, j'ai le souvenir précis des juges d'instruction qui m'ont interrogée et qui étaient clairement des juges d'instruction qui n'étaient pas du tout hostiles à l'avortement. Ah ouais. Et donc, qui me disaient... nous avons la preuve, vous savez, mais enfin, nous avons la preuve de l'avortement qui a été fait par vous, mais enfin, j'imagine que vous êtes tenu par le secret professionnel et donc vous ne nous direz rien. Je disais, bah oui, c'est ça, c'est même ça, c'est très exactement ça. Et voilà. Donc, c'était une situation qui était un peu ubuesque, un peu surréaliste, parce que selon les juges sur lesquels on tombait, ça traînait. Moi, j'ai jamais été condamnée. Par contre, j'ai un ami de ma génération, un très bon ami, qui lui a été condamné à 3 mois de prison avec sursis. Puis il est allé en appel, la décision a été confirmée en appel, et puis il est allé en cassation, elle a été confirmée, puis il est allé à la Cour internationale, et entre-temps la loi est passée, il n'a jamais fait ses 3 mois de prison, je ne sais plus combien, et il a continué à faire des avortements, et on a tous continué à faire des avortements. Donc la dépénalisation, elle est arrivée en quelle année finalement? 90, hein. En 1990, oui. C'est ça. Et toi, à quel moment, donc tu dis que tu exerçais sur Bruxelles? Depuis 79, oui. Mais tu as fondé ici à Jemelle en 92. Le planning familial. En 92. Donc 2 ans après la dépénalisation. Oui. Ça a été l'élément déclencheur pour toi? Non. L'élément déclencheur n'a pas été celui-là. L'élément déclencheur a été le fait que moi, je travaillais à Bruxelles dans un centre de planning, mais je m'occupais aussi de l'organisation de l'avortement sur la Belgique. Donc, j'étais présidente du GACEPA. Le GACEPA, c'est le groupe d'action des centres extra-hospitaliers pratiquant l'avortement. Donc, j'étais présidente de ce groupe d'action et je voyais le nombre de femmes, des centaines de femmes qui arrivaient chaque année du sud de la Belgique et même du Grand-Duché de Luxembourg à l'époque, parce qu'au Grand-Duché, il n'y avait pas de loi non plus, et qui arrivaient à Bruxelles. Il y en avait plein qui arrivaient à Liège aussi. Pour ces femmes, pour certaines d'entre elles, qui vivaient cette histoire dans la clandestinité, qui devaient arriver d'un village du fin fond du Grand-Duché de Luxembourg ou du fin fond de la province de Luxembourg à Bruxelles, une première fois pour une première consultation, une deuxième fois pour l'avortement, une troisième fois pour une visite de contrôle, c'était épouvantable, hein. Et donc on les voyait, on les côtoyait, et moi je me disais, mais ça c'est pas possible cette histoire-là, c'est juste pas possible, enfin, il faut faire quelque chose, c'est pas elles qui doivent venir vers nous, c'est nous qui devons aller vers elle, quoi. Et donc, en 92, j'ai dit, bon, voilà, c'est bon, on va faire un centre de planning familial laïque et pratiquant des avortements, quelque part au milieu de cette énorme zone où il n'y a rien. Et pourquoi Jemelle? Parce que Jemelle, c'est pas le centre. Mais non, mais en plus. même temps, c'est le centre, hein, parce que la zone, elle commence toujours d'ailleurs, au sud du Sillon-Sambre-et-Meuse. Le Sillon-Sambre-et-Meuse, de Mons à Liège, en passant par Namur, il y a des centres de planning qui font des avortements. Mais au sud, il n'y en a plus. Et quand on va au centre de ce grand triangle du sud, on est plus ou moins à Jemelle. Alors pourquoi Jemelle? Parce que moi, je suis originaire de Jemelle, parce que j'avais des relais dans Jemelle, parce que mon compagnon de l'époque était rochefortois, parce qu'il y a la gare qui est une facilité d'arriver pour les femmes, et encore maintenant, beaucoup de femmes arrivent en train, hein, beaucoup, hein, qu'elles viennent du sud ou qu'elles viennent du nord, elles arrivent en train, ou de Liège ou du Brabant. C'était un des premiers centres. C'était le seul. En province de Namur? Non, il y avait Namur. Il y avait juste Namur. Voilà. Donc en fait, il n'y avait que des plannings dans les grandes villes, quoi. Alors non, il y avait et il y a toujours des centres de planning familiaux en province de Namur et en province de Luxembourg, dans des petits centres, mais qui ne font pas d'avortement. Il y a un centre à Dinan, il y a 2 centres à Marchand-Famenne, il y en a à Ciney, il y en a à Libramont et à Verton. Ils existaient. Ah, ils existaient déjà. Mais ils ne faisaient pas d'avortement. D'accord. Comme maintenant. Ok. Maintenant, tous les plannings familiaux font des Non. Sur la centaine de centres de planning familiaux agréés en communauté française, Fédération Wallonie-Bruxelles, il y en a 25 qui font des avortements. Les 75 autres n'en font pas. Donc dans la région ici,
à part nous, et depuis quelques années, un centre à Arlon, qui est un relativement petit centre, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de possibilités d'ouverture, mais sinon, il n'y en a pas. Et c'était bien reçu dans l'opinion publique, l'installation à Jemelle de... Je ne me suis pas intéressée à ça. Ça ne m'intéressait pas. Ça ne t'intéressait pas. Est-ce que le planning a rencontré directement... Maintenant, les gens sont très contents de l'avoir. Ben oui, mais je me dis, voilà, à l'époque, l'arrivée d'un tel centre, à un moment où la question de l'avortement fait encore peut-être fort polémique. Oui, j'imagine qu'il y a des gens que ça n'arrête pas... mais ça m'est égal. Moi, tu ne t'es jamais arrêté à ça. Non. Et donc, il y a vite eu beaucoup de monde qui ont franchi la porte, ou c'était timide au début? Non, c'était pas timide. C'est-à-dire que les gens ont franchi la porte, surtout pour des demandes d'avortement, évidemment, au début, parce qu'on a quand même fait savoir au relais qui étaient les médecins et les centres de planning familiaux qui ne faisaient pas d'avortement, qu'on n'était plus obligé d'envoyer les femmes à Bruxelles. Et dans les écoles aussi, il y avait une promotion? Alors, dans les écoles, ça, c'est le travail de collaboration avec les écoles, c'est plus autour de l'EVRAS. C'est pas tellement l'avortement à cet âge-là, ne sont pas encore très concernés. Donc, c'est plus l'EVRAS avec les écoles. Et c'est via ce planning-là, ce centre-là, que toi, tu as poursuivi finalement ton combat et que tu pratiquais quotidiennement des IVG? Non, parce que j'étais toujours généraliste à Bruxelles. Donc, je venais 2 fois par semaine. J'avais mon activité de médecin généraliste à Bruxelles et 2 fois par semaine, je venais ici au planning Rochefort, à Jemelle. Et sur ces 2 jours-là, c'était beaucoup de consultations, parce qu'il y a une grande dimension psychologique, ou est-ce que c'était pris la dimension psychologique par d'autres personnes et toi, tu ne procédais qu'à l'acte? Alors, dans un centre de planning, il y a toujours des médecins, des psychologues, des assistantes sociales et au moins un juriste. Toujours. Ah ouais. Et donc, les assistantes sociales et les psychologues sont là pour accueillir les femmes, parler avec les femmes, voir avec elles ce dont elles ont besoin, etc. Nous, les médecins, nous pratiquons les actes techniques de la médecine gynécologique, mais il y a tout un accompagnement autour des femmes qui est fait par des non-médecins. Donc, tu pouvais pratiquer combien d'IVG par jour quand déjà... Ça dépendait des demandes, mais bon, de 1 à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est pas moi. Ça prend longtemps de faire une IVG? Oui, je ne sais pas. Si c'est une IVG chirurgicale, ça prend... ça dépend évidemment de l'expérience de l'opérateur, etc. Les gens plus âgés comme moi vont plus vite et les gens plus jeunes vont plus lentement. Mais disons que moi, je mets 10 minutes, un quart d'heure. Mais mes jeunes collègues vont aller plus lentement, vont peut-être mettre 20 minutes, une demi-heure, parce que voilà, les gestes sont plus posés, plus calmes quand on est plus jeune et plus hésitant un peu aussi. Par contre, l'avortement médicamenteux, ça peut prendre toute la journée. C'est une fausse couche, c'est pas la même chose. C'est l'équivalent d'une fausse couche. Justement, comment ça se passe aujourd'hui, un avortement? Ça dépend si c'est un avortement médicamenteux, donc par médicament. Moins douloureux? Beaucoup plus douloureux. Beaucoup plus? Oui, ah bon? Bien entendu. Ah ok, d'accord. Les femmes ont l'impression que parce qu'elles vont manger des médicaments et que ça va être entre guillemets plus naturel, puisqu'on va déclencher une fausse couche, ça va être mieux. Mais il faut demander aux femmes qui ont vécu des fausses couches ce qu'elles ont vécu. Elles ne vont pas vous dire que c'est facile et que ça ne fait pas mal. Oui, mais j'en ai connu une. Une fausse couche, une fausse couche, on ne rigole pas. Une fausse couche, ça saigne longtemps, ça fait des crampes, on a peur, ça ne s'arrête pas de saigner, c'est long. Et on se demande ce qui se passe. On se demande ce qui se passe. Naturellement, elles sont avec nous, donc on peut quand même les aider. L'avortement chirurgical, l'avortement technique, je vais dire, il est sous contrôle de la douleur par l'anesthésie. En tout cas, de la douleur physique. Après, il y a toujours ce qui se passe évidemment dans la tête. Qu'est-ce que tu dis à une femme, ou qu'est-ce que tu disais? Je ne sais pas, tu es en pratique encore aujourd'hui des avortements? Oui. Oui. Oui, ok. Mais non, j'en fais encore. Tu es retraitée, mais oui, mais tu as l'âge de la retraite. Oui, mais... je suis retraitée de la médecine générale. Mais je continue à faire du planning familial et à faire des avortements, et aussi parce qu'il me manque de médecins qui font des avortements, et parce que c'est l'occasion pour moi de former des jeunes médecins à la pratique. D'accord. Donc pour assurer une relève aussi. Et donc du coup, qu'est-ce que tu dis à une femme qui est remplie de culpabilité quand
elle vient se faire avorter, Qu'est-ce quels que sont je lui les dis? mots? Oui. Je lui dis, écoutez, madame, vous êtes jeune, vous êtes en bonne santé, vous êtes féconde, vous êtes sexuellement active, donc désirable. Tout ça, ce ne sont que des bonnes nouvelles. Vous êtes enceinte, c'est un problème, l'avortement va être la solution. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. C'est très déculpabilisant, hein, je peux vous Oui. dire. Ça fonctionne à chaque fois? Ça fonctionne souvent. Mm. Et les femmes disent, au fond, c'est vrai. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de bonnes nouvelles aujourd'hui. Hein. Ça reste encore aujourd'hui quelque chose de très tabou, quelque chose qu'on essaye de cacher. Mais je pense de moins en moins, parce qu'on en parle quand même beaucoup. Mais c'est vrai que j'observe souvent, encore malheureusement souvent, des femmes qui sont gênées, qui ont honte, qui préfèrent ne pas en parler. Mm-hmm. Justement, quels sont le profil des femmes que vous recevez? Tout, vous, votre sœur, votre mère, votre cousine, moi. Ben moi non, je suis un peu ménopausée, mais je veux dire, voilà, tout le monde, c'est tout. Il n'y a pas un profil. Il n'y a pas un profil, Non. il n'y a pas une couche sociale Non. qui est plus représentée qu'une Non. autre. Non. À la consultation, on reçoit des femmes chômeuses, on reçoit des femmes juristes, on reçoit des femmes médecins, on reçoit des femmes vétérinaires, on reçoit des femmes agricultrices, enfin, tout. Et c'est lié à quoi encore? Un manque de connaissances sur la contraception, à des pas de bol, des contraceptions qui n'ont pas fonctionné? Mais ça tient à des surtout mœurs? à une hyper-fécondité, Ah ouais? déjà. Ah bah déjà, Commencer oui, par là. c'est Parce bien que de le dire, parce que c'est pas ce qu'on imagine. Quelle femme ne lâche pas un peu la bride du contrôle de sa fécondité de temps en temps? En oubliant une pilule, en la prenant en retard, en reportant un rendez-vous pour poser un stérilet, que sais-je moi, Ouais. en se trompant dans ses jours ou dans ses calculs, en faisant confiance à une application qui ne fonctionne pas. Quelle femme ne vit pas ça? Toutes les femmes vivent ça. Ah ouais, Vous, ouais, tout le clairement, monde mais vit ça. moi, Tout le monde. Moi, sous la Tout le pilule, monde il y a vit des ça. années, c'était catastrophique. Voilà, tout le monde vit ça. Ouais. Et donc, la caractéristique des femmes qui tombent enceintes, c'est la première, c'est qu'elles sont hyper fécondes. Ah ouais. Et donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Elles Ouais, à sont fond. hyper fécondes, et donc le moindre écart de surveillance, et boum, voilà. Et boum. Souvent, je leur dis, il ne faut plus chercher le diable, parce que vous allez le rencontrer à tous les coups. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que vous répondez aussi aux femmes? Il y a beaucoup de femmes qui disent waouh, c'est une charge mentale, c'est quelque chose aussi que finalement on pourrait davantage partager avec les hommes. C'est une bonne La contraception. Oui, les moyens contraceptifs. Mais écoutez, moi je suis féministe, hein, Oui. donc personnellement je ne confierais pas le contrôle de ma fécondité à un tiers. Donc, quand il y a une femme qui me dit en consultation, vous savez, mon mari et moi, nous avons décidé il allait se faire ligaturer, parce que moi, j'en ai marre de cette charge mentale de faire attention, ou des effets secondaires d'une contraception, donc il a décidé de se faire ligaturer. Ce que je dis, c'est la ligature chez un homme ne met pas une femme à l'abri d'une grossesse. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas qu'un homme sur Terre qui ne sont pas tous ligaturés. Déjà. Oui. Donc je dis ça. Alors les gens me disent non mais c'est vrai, oui, ils font comme vous, ils rient, ils font comme vous et puis ils disent non mais oui c'est vrai mais non mais nous non. C'est ça, je l'ai dit. Et ce n'est pas rare qu'on vienne me voir après en disant rappelez ce que vous aviez dit. Oh là là, c'est embêtant, vous savez, moi, j'ai avec un collègue de temps en temps, c'est très rare, vous savez. Je suis embêtée parce que mon mari, maintenant, est ligaturé, mais qu'est-ce que je vais faire? Moi, c'est un stress chaque fois, etc. Ah oui, j'évite de dire, je l'avais dit, hein. J'évite. Mais bon, il faut trouver une solution. Ouais. Mais je le pense. Okay. Et de fait, je ne crois pas que ce soit féministe de confier le contrôle de sa fécondité à un tiers. Nous sommes des femmes avec des avantages et des inconvénients.
L'avantage, nous mettons au monde des enfants, c'est pas forcément une partie de plaisir, mais c'est très gai quand on en a envie. L'inconvénient, c'est qu'on doit gérer une fécondité dont les conséquences peuvent être une grossesse accidentelle, c'est un fait. Mais moi, j'ai du mal à considérer comme féministe de confier ma fécondité à quelqu'un d'autre. Au demeurant, il faut savoir que la contraception masculine intéresse beaucoup les masculinistes, parce que c'est une manière évidemment de contrôler leurs femmes. Leurs femmes Bien aussi. Oui, c'est vrai qu'on parle rarement de cette inversion, évidemment. mais c'est vrai que c'est aussi évidemment que ça les une intéresse. sorte de contrôle. Évidemment que ça les intéresse. Ouais. Et donc, il faut faire attention. J'entends mes très jeunes collègues comme ça qui disent oui, la contraception masculine, c'est pas mal, les machins pour chauffer les testicules, et ça, oui, c'est un truc qu'il faut non, porter des moi mois je et veux des mois. bien. En plus, oui. Moi, je veux bien. Ouais. Il y a certainement une catégorie de gens que ça peut concerner, à qui ça peut convenir. Mais de là à dire aux femmes, je comprends bien, votre charge mentale est lourde, confiez votre contraception à votre mari. Moi, non. C'est pas pour moi ce discours-là. Oui. C'est clair, c'est pas pour moi. Oui. Et du coup, est-ce que tu considères, je repasse sur le vouvoiement, mais est-ce que tu considères que l'avortement, c'est une forme de contraception ? Pour certaines femmes, ça peut l'être. C'est pas une forme de contraception, c'est une forme de contrôle de sa fécondité. Ouais. Pour certaines femmes, ça peut l'être. Et je pense, en plus, je vais plus loin, je pense que les femmes qui font confiance aux méthodes naturelles de contraception, donc les méthodes qui consistent à ce qu'on appelle la vieille méthode de Ginot, un peu arrangée au goût du jour. Donc, on fait attention aux jours. Quand c'est les mauvais jours, on utilise d'autres méthodes. Enfin bref, les méthodes dites naturelles, ça ne fonctionne pas. Donc, on a plus d'échecs avec les méthodes naturelles. Donc, les femmes qui font ce choix-là vivront des avortements. Mais c'est leur choix. Et moi, je ne vais pas les culpabiliser d'avoir fait le choix d'une méthode naturelle, même si je sais qu'elle est moins efficace. Souvent, je leur dis, vous faites le choix d'une méthode qui est moins efficace. Mais ça n'a pas d'importance. L'avortement sera une solution si, à un moment donné, vous avez un accident. Est-ce que tu veux qu'on banalise complètement l'avortement ? Tu sais, les conservateurs, ils ont peur de cette banalisation de l'acte. Tu comprends cette crainte ou pas ? Non. Non. Je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas. Pour moi, banaliser l'accès, ça veut dire faciliter l'accès à l'avortement. Savoir où aller, combien ça coûte, dans quel délai, comment ça se passe, ça c'est une chose. Je pense que c'est une remarque qui est méprisante que d'imaginer qu'une femme puisse vivre de manière banale un acte autour de sa fécondité qui est un acte important qu'elle n'oubliera pas. Quoi qu'il arrive, les femmes n'oublient pas ça. Non, les femmes n'oublient pas. Quand les femmes à 80 ans, elles peuvent vous dire, alors en telle année, j'ai accouché d'Arnaud, et puis après, j'ai fait ma fausse couche, et puis après, après j'ai fait mon avortement, et puis après, j'ai accouché de la petite, et puis après j'ai eu peur, mais enfin, cette fois-là, je n'étais pas enceinte. Ah ouais. Voilà, et elles peuvent vous dire ça, les femmes. Elles n'oublient pas. C'est pas pour autant qu'elles sont dans des drames existentiels. Ce sont des histoires de la vie, de leur fécondité. Quand on entend notre feu, le pape François, qui disent que toutes les personnes qui pratiquent des avortements sont des tueurs à gages. Tu te considères comme une tueuse à gages ? C'est tellement... Enfin, non. C'est violent comme propos. Oui, c'est violent, c'est méprisant, Enfin, bon, ça peut me mettre en colère à certains moments, et puis je me dis, c'est juste un vieux con, quoi, qui connaît rien à rien, qui connaît rien à rien. Qui il est pour dire des choses comme ça ? D'où il parle pour dire des choses comme ça. D'ailleurs, il y a beaucoup de catholiques qui n'ont pas apprécié. Il ne faut pas perdre de vue, il existe une mouvance des catholiques for choice, qui sont des gens catholiques, mais pour le choix des femmes, et qui ne se sentent pas représentés par des discours comme ceux-là. Il y a beaucoup de catholiques qui ne se sentent pas représentés, en particulier en Belgique, où on a quand même... on les a entendus au moment du décès du pape et pas à se prononcer par rapport à cette affaire-là, quoi. Non, moi, voilà, tu es tombée de ta chaise quand tu as entendu. Non, je n'ai pas vraiment été étonnée. C'est pas la première fois qu'il le disait, d'ailleurs. Ouais. C'est pas la première fois qu'il le disait. T'as d'ailleurs, toi, une idée du nombre d'IVG que tu as pratiqué ? Moi ? Oui. Je ne sais plus. Impossible à savoir. Des milliers, sans doute. Des milliers, ouais, on peut dire des milliers.
Ouais, Ah oui, mais j'ai commencé en 79 ouais. et on est en 2025. Ouais. Ça fait beaucoup d'années. Hein. Quel combat autour de l'avortement tu estimes qu'il faut encore mener aujourd'hui? Mais je pense que la loi qui a été modifiée en 2018, hein, donc l'ancienne loi l'allemand Mikkelsen qui a été modifiée en 2018, n'a fait l'objet que de modifications très cosmétiques. Il reste 3 problèmes autour de cette loi actuelle. Le premier, c'est le délai de réflexion. Qui est très court, de combien de jours? De 6 jours. Alors, on ne l'appelle plus délai de réflexion, mais c'est quand même un délai de 6 jours. Donc, un médecin qui reçoit une femme aujourd'hui doit attendre 6 jours pour l'avorter. C'est trop. Ben, si toi, tu viens me voir pour demander un avortement, tu as quand même réfléchi dans ta tête, normalement. Oui. Hein oui. Donc, tu as réfléchi dans ta tête. Tu viens, tu te dis, je veux bien un avortement. Tu n'as pas envie de t'entendre dire, ah oui, mais c'est dans 6 jours, hein, c'est la loi. Oui, c'est vrai qu'une fois qu'on a pris la décision, mais bien je pense sûr, qu'on une fois veut que ça qu'on a aille pris vite. la décision, c'est tout de suite. Donc, les femmes, elles sont demandeuses de que ce soit le plus vite possible, pas dans 6 jours. Ça, c'est un problème. Et ça, quoi, tu nous voudrais qu'il n'y ait même plus de délai de réflexion? Qu'il n'y ait plus de délai. Okay. Qu'il n'y ait plus de délai, sauf les femmes qui en ont besoin, évidemment. Oui. Mais à ce moment-là, on sait bien qui sont ces femmes-là. Qu'il n'y ait plus de délai. Mais un délai technique, éventuellement, si on a besoin de résultats de labo ou un truc comme ça, un petit délai technique, mais pas de délai. Au demeurant, il y a plein de pays avoisinants qui ont supprimé ce délai. Hein, à commencer par la France, le Grand-Duché de Luxembourg. Le Grand-Duché de Luxembourg qui n'a même pas un modèle, je veux dire, d'ouverture d'esprit. Ils n'ont plus de délai. Nous, on garde ce bête délai qui est embêtant. Ensuite, qui est embêtant. Parce que ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, évidemment, la deuxième chose, c'est évidemment l'âge. L'âge de la grossesse, au-delà de 14 semaines de retard de règles, donc de 12 semaines de conception, 3 mois. 3 mois. On ne peut plus pratiquer d'avortement en Belgique que si la femme est en danger ou si le fœtus, ou si le fœtus est atteint d'une maladie très grave, donc pour des raisons médicales. Et toi, tu estimes que c'est trop court? C'est trop court. Ah oui, c'est vrai? C'est trop court parce qu'il y a beaucoup de femmes pour lesquelles le diagnostic est tardif pour un tas de raisons. Et d'autant plus que nous avons maintenant des méthodes contraceptives qui suppriment les règles et donc qui, si elles ne fonctionnent pas, donnent des diagnostics tardifs de grossesse. Et puis malheureusement, la plupart des femmes qui sont confrontées à ces diagnostics tardifs ou à ces prises de décisions tardives, ce sont des grandes misères sociales ou psychologiques. Oui. D'accord. Donc c'est un problème. Il faudrait pouvoir répondre à cette demande chez nous. Et tu n'as pas de problème, entre guillemets, quand tu te mets à la place du fœtus, parce que tu dis, plus on passe, c'est vrai que 12 semaines, c'est 3 mois. En fait, dans ta conception, je ne sais pas, tu préfères qu'un enfant ne naisse pas pour naître dans de mauvaises conditions? Un fœtus, alors, quand une grossesse, on ne peut pas parler d'enfant si la grossesse n'est pas investie par la mère de cet objectif-là. D'accord. C'est une grossesse que nous appelons des grossesses tumeurs, T-U-M-E-U-R. Ce ne sont pas des grossesses investies. C'est beaucoup moins facile pour une femme de fausse coucher à 15 semaines d'une grossesse investie, ou même à 8 semaines d'une grossesse investie, désirée, dont l'embryon, qui n'est pas encore un petit fœtus, a déjà pris de la place dans la maison parce qu'il a déjà un nom, une chambre, des nounours et une grand-mère. Et puis cette grossesse va s'interrompre. C'est beaucoup plus difficile à vivre pour cette femme que d'interrompre une grossesse à 17 ou 18 semaines d'une grossesse qui n'est pas investie d'un projet d'enfant. Ce n'est pas une grossesse maternité, c'est une grossesse tumeur. Ouais. Ça c'est fort comme mot. Ah, je ne savais pas. Ça s'appelle vraiment comme ça? C'est une grossesse tumeur. C'est médical de dire? Non, c'est une manière de bien différencier la grossesse investie de la grossesse non investie. Et dans une grossesse non investie, il ne faut pas parler d'enfant. Il n'y a pas de projet d'enfant. Il n'y a pas d'intention de maternité. On dit quoi alors? Le fœtus, on dit quoi? La tumeur? On peut dire le fœtus. Non, on dit le fœtus. On dit le fœtus, effectivement.
Et donc, il faudrait allonger ce délai de combien de temps? Pour moi, il faudrait l'allonger au moins à 18 semaines. Hein. C'est la revendication collective que nous avons. Moitié de grossesse, alors, parce que mi-grossesse... Presque à la moitié. La moitié, c'est 20 semaines. Les Hollandais vont jusque 22 semaines. Hein. Les Anglais, 24 semaines. Ah oui. Donc, quand on revendique 18 semaines, on est encore très raisonnable. Ah oui. Oui, donc on est un 20 peu semaines, 22 semaines. à la ramasse au niveau européen ou quoi, la Belgique? Non, parce que les Français, les Espagnols, les Italiens, les Allemands, les Duxos sont tous autour de 14 semaines. Mais il y a aussi les Hollandais, les Anglais, les Suisses qui vont beaucoup plus loin. Et la troisième raison, du coup, c'est quoi? C'est malheureusement la nécessité de payer cher et vilain à l'étranger, hein. Parce que si en Belgique, l'avortement est complètement remboursé par la sécurité sociale, à l'étranger, il ne l'est pas. Hein. Et donc, si on oblige les femmes à aller à l'étranger pour faire un avortement, et qu'on veut continuer à les obliger d'aller à l'étranger, on pourrait au moins rembourser leur acte d'avortement, alors, hein, puisqu'on les oblige à aller à l'étranger. On les oblige à faire un acte médical que nous ne pouvons pas pratiquer chez nous. Ouais. Si une femme va aller, je ne sais pas moi, aux États-Unis pour bénéficier d'une intervention cardiaque que nous ne pouvons pas pratiquer, la mutuelle interviendra. Hein. D'accord. Mais si elle doit se faire avorter en Hollande, parce que nous ne pourrons pas le faire chez nous, la mutuelle n'interviendra pas. Hein. Tu as donc bon cette espoir femme, elle va que payer ça 1 000 aboutisse ou tu n'y crois pas du tout? Non, j'ai bon espoir, mais si je n'ai pas d'espoir, je continue. Je ne peux pas continuer. Moi, je suis une optimiste, hein, donc oui, bien sûr. J'ai bon espoir que ça finisse par arriver. Ça a bien failli arriver, d'ailleurs, hein, quand on n'avait pas de gouvernement avant la Vivaldi. Hein. Alors, il y avait une majorité. Hein. On a beaucoup parlé d'avortement et de tout le combat que tu as mené à ce niveau-là. Mais tu as aussi mené, un peu plus récemment, un autre combat, et c'est celui de la prise en charge des femmes violentées. Tu peux boire à ton aise. Non, ça va. Donc, la prise en charge des femmes violentées, puisqu'ici à Gemelle... Les femmes victimes de violences conjugales. Oui, c'est pas pareil de dire femme violentée. Violentée qui a subi un viol. D'accord, ok. Moi, je pensais que ça englobait toutes les... Non, la violence conjugale n'est pas qu'une violence sexuelle. Hein. C'est une violence physique, psychologique, financière. Voilà, toutes sortes de coercition reproductive aussi. Hein. C'est une forme de violence, hein, la coercition reproductive des hommes qui obligent les femmes à tomber enceintes. Hein. Et du coup, tu as ouvert la maison Coquelicot. Oui. C'est un centre... C'est une maison adresse secrète, durée de séjour limitée, où on peut héberger en urgence des femmes et leurs enfants qui sont victimes de violences conjugales. Et qui peut accueillir jusqu'à combien de personnes? Nous avons 16 places d'hébergement. Y compris femmes-enfants Femmes-enfants, oui. Oui, c'est pas... peut accueillir pas 16 femmes plus leurs avec enfants. ses enfants. Non. 16 places d'hébergement, femmes et enfants. Et ce lieu, il est ouvert depuis quand? Fin 2023. Ah oui, c'est très récent. C'était pour toi la suite logique d'ouvrir un centre... Alors, c'était une suite logique et c'était devenu une nécessité aussi dans le travail, dans notre travail, pour moi et pour mes collègues, parce que on est confronté à la violence hein, dans les situations que nous traitons, dans un centre de planning, dans les demandes d'avortement, surtout quand elles sont répétées, il y a très souvent de la violence derrière. Et on a été confronté plus d'une fois à des femmes qu'on aurait dû pouvoir sortir de leur environnement très vite. Ça n'a jamais été possible de leur trouver une place. Soit parce que c'était loin, soit parce qu'on ne prenait pas les enfants, soit parce qu'on voulait bien examiner leur situation, mais pas dans l'urgence. Et ça, donc il y a que c'est... beaucoup de... Et ça, c'est extrêmement décourageant pour les équipes. Et ça aboutit aussi à ce phénomène de cécité qui fait que quand on ne peut rien faire pour quelque chose, on ne le voit plus. On préfère ne pas le voir. Je fais souvent la comparaison avec les institutrices comme ça qui voient à la gymnastique un enfant qui a des traces de coups, des traces de strangulation et qui ne sait pas quoi faire avec ça. Elle ne sait pas quoi en faire. Bon, il y a les PMS, etc., qui ne sont pas toujours efficaces. Mais elle ne sait pas quoi. Eh bien, elle ne le verra plus. On finit par ne plus le voir. On finit par oublier. On ne le voit plus. On ne le voit plus parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Et maintenant, j'observe que depuis 1 an et demi, c'est extraordinaire ce qu'on en voit. Ah oui. Mais oui, parce qu'on a une solution, beaucoup évidemment. De succès. Ouais. On a une solution à apporter. Hein.
Donc, mes collègues, assistantes sociales, psychologues, enfin, toutes mes collègues en parlent. Elles disent aux femmes, elles disent ça. Vous savez, j'ai l'impression que vous êtes, que vous n'êtes pas bien, quoi, qu'il se passe des problèmes dans votre couple, dans votre ménage. On a des violentes maîtres qui traînent un peu partout dans la maison, que les femmes prennent, etc. Et donc, elles viennent avec des dévoilements. Ça ne nécessite pas toujours qu'on les héberge. Ouais. Quelquefois, on les accompagne en ambulatoire et on les aide en ambulatoire. Mais le fait de savoir que si nécessaire, on les hébergera, eh bien, ça ouvre le champ du possible et ça ouvre d'une manière incroyablement efficace notre intervention. Ouais. Je me dis finalement, l'ouverture de cette maison-là, elle arrive vraiment sur ta fin de carrière. C'est quelque chose que tu voulais mettre en place depuis longtemps et que tu n'es pas parvenue à faire avant? Non, j'avais ça dans ma tête depuis longtemps, mais voilà, on ne sait pas tout faire en même temps non plus. Et tant que j'étais médecin généraliste, c'est quand même très, très chronophage, la médecine générale, surtout dans des quartiers un peu difficiles. Donc, mais j'avais ça dans ma tête sans doute depuis très longtemps. Et puis voilà, le fait d'avoir plus de temps, le fait d'avoir des collègues aussi qui étaient partantes avec moi au planning et qui trouvaient ça enthousiasmant. Et puis le fait d'avoir une ministre à l'époque, qui était Christy Montréal, qui était soutenante dès le début. Voilà, tout ça. Il n'y a pas à nouveau de centres similaires dans la région? Il y en a un et un seul pour toute la Belgique francophone et il est à Mons. Ah oui, donc c'est seulement le deuxième. Donc il n'y a que 200 en Wallonie. À Bruxelles, il y en a. Mais c'est ridicule. Bah oui, c'est ridicule, mais c'est pas de ma faute. Ah oui, non, mais et avec le gouvernement qu'on a, c'est pas de mal avec, on va en ouvrir un troisième. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est ridicule à l'échelle de la Wallonie de se dire que finalement, il n'existe que 2 maisons de repli. 2 maisons d'accueil en urgence. Alors, par exemple, pour l'instant, la maison est pleine. Donc, on ne peut pas accepter, on ne peut plus accueillir. J'ai encore eu un coup de fil ce matin, on ne peut pas accueillir, elle est pleine. Donc, mais il y aura un turnover. Donc, voilà, il y a des dames qui vont nous quitter pour aller dans diverses directions. Et donc, il y aura de la place. Mais l'urgence, pour le moment, parce que la maison est pleine, on ne peut pas l'assurer. Pourquoi Coquelicot, maison Coquelicot? En référence à la chanson de Mouloudji, « Comme un petit coquelicot, mon âme, comme un petit coquelicot ». Parce que c'est l'histoire d'un féminicide. Il faut passer cette chanson, il faut l'écouter. C'est une vieille chanson. Ah d'accord, je connaissais de pas Mouloudji. du tout. Comme un petit coquelicot, c'est l'histoire d'une femme dont il est tombé amoureux et quand il l'a vue la première fois, elle dormait au milieu d'un champ de blé avec un coquelicot sur le... avec des coquelicots. Et puis un autre l'aimait qu'elle n'aimait pas, dit la chanson. Et quand il l'a revue, elle dormait au beau milieu d'un champ de blé, mais au milieu de son corsage blanc, il y avait des gouttes de sang. Il l'avait tuée, qui faisait comme un petit coquelicot. D'accord. Comme un petit coquelicot, mon âme. Voilà. Et donc, on l'a appelé Coquelicot pour cette raison-là, en référence à cette chanson-là, qui est l'histoire d'un féminicide, en fait. Voilà. Et est-ce qu'avec cette maison, Coquelicot, tu as le sentiment d'avoir bouclé une boucle dans ton combat? Non. Pas du tout. Il y a toujours à faire autre chose. Il y a toujours à faire autre chose. Il y a toujours plus. Il y a toujours moyen de faire mieux. Voilà. Et quel regard tu portes aujourd'hui sur tout ce chemin, tout le combat que tu as mené? Est-ce que c'est quelque chose dont tu es fière? Est-ce que tu as un goût de trop peu? Mais c'est marrant parce que moi j'ai l'impression que c'est juste normal que ce que j'ai fait. C'est tellement inné. Oui, inné, puis aussi, voilà, ce que... Moi, quand je faisais mes études, ma mère m'expliquait que je faisais des études très chères. Les études de médecine, c'est vrai, sont des études qui coûtent très cher à la société. Et que donc, j'étais redevable. La société avait payé pour moi pendant 7 ans des études très chères que d'autres n'ont pas la chance de faire. Et donc, j'étais redevable. Je paye ma dette gentiment en faisant quelque chose de bien. Mais je n'ai pas l'impression... C'est les autres, souvent, qui me disent « Ah, ça, c'est bien. » Comme quand j'ai eu le mérite... Quand tu regardes tes collègues qui font très certainement du bon boulot, tu ne te dis pas que tu as fait quelque chose en plus? Non. Non? Non. Chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il est. Hein. Mais mes jeunes collègues, ils sont contents de travailler avec moi. Hein. Ils bénéficient de mon énergie, de mon enthousiasme. Je crois, tant mieux. Tant mieux. Et est-ce que dans toute ta carrière, il y a l'histoire d'une femme qui t'a vraiment marqué? Où tu t'es sentie vraiment utile ou
Où tu te sens utile Une à chaque fois. patiente. Oui. Ah, Une sinon j'allais dire ma mère, parce que ma mère, elle a été déterminante pour le choix de mon histoire. Mais une patiente en particulier, non. Je me suis nourrie en fait, je dirais, Oedipus disait ça aussi, j'ai plus appris des femmes que j'ai soignées, que j'ai aidées, que j'ai accompagnées, que de mes professeurs. C'est elles qui m'ont appris, en fait. Qui m'ont appris tout ce que je sais, c'est d'elles que je le tiens. De toute l'histoire de ces femmes qui ont fait confiance et qui m'ont parlé d'elles. Et la complexité des relations humaines et des relations hommes-femmes. Et tant qu'on parle de modèle et d'inspiration, Simone Veil, c'est quelqu'un qui, je suppose, aussi t'a porté peut-être à l'époque ou pas ? Oui, je pense que c'est une femme qui a été vraiment courageuse. Hein. Elle a été courageuse dans son combat pour l'avortement, oui, sans aussi, aucun doute. Hein. Pour ses autres combats, je crois que c'était une femme beaucoup plus traditionnaliste et probablement, sans doute aussi moins féministe, qui n'avait pas une fibre sociale comme moi je pourrais en avoir une. Mais elle a été courageuse parce que la manière dont elle s'est fait injuriée par les politiciens de l'époque, c'est purement scandaleux. Hein. Ouais. C'était hors du riez. C'était hors du riez. Oui. On va terminer tout doucement notre conversation avec quelques questions-réponses rapides. Tu es prête ? Oui. De quoi as-tu encore faim aujourd'hui ? À 71 ans. De quoi est-ce que j'ai encore faim ? De temps, peut-être. Mais ça, tu pourrais te le donner. Oui, c'est vrai, je pourrais. Tu n'es pas prête à raccrocher la blouse ? Pas encore tout à fait, non. De quoi as-tu peur ? Ah, j'ai peur de la méchanceté et de la bêtise. Ce qui t'enivre ? Ah, le vin, bien sûr. Surtout le blanc frais. Ce que tu souhaiterais que tes amis disent de toi. Qui m'aimait bien quand je serai morte. Hein. Oui. Ah oui, parce qu'Alain Barbet, c'est bizarre aussi, non ? C'est quoi pour toi réussir sa vie ? Réussir sa vie, pour moi, c'est avoir plus de temps heureux que de temps malheureux, faire du bien aux gens qu'on aime et voilà, et les gâter. Gâter les gens qu'on aime, ça c'est vraiment réussir ça. Être plus dans l'être que dans l'avoir ou le faire. Oui. L'avoir, c'est superficiel. Les valeurs que tu veux transmettre à tes enfants, que tu as transmis quand même. Oui, sûrement. Je dirais, les valeurs certainement de la laïcité. Certainement de la laïcité et du féminisme, je pense que ça va d'ailleurs ensemble, du respect de l'autre, de la gentillesse. Souvent, on parle de la communication, le relationnel, l'empathie, toutes les techniques pour communiquer. Et moi, souvent, je dis à mes collègues, en fait, ce qu'il faut faire, c'est être gentil, quoi. Il faut être gentil avec les gens. Simplement. Voilà. Le regard que tu veux porter sur toi à la fin de ta vie. Le regard que je veux porter sur moi. Sur ton parcours. Je sais pas, je crois que quand je serai à la fin de ma vie... Tu ne te poseras pas les questions. Je me poserai pas ces questions. Ton mantra, quelque chose qui te drive. Non. Une phrase, une citation. Non plus. Non. Alors, une dernière question. Mort au con, ça oui. Mort ou quoi ? Mort au con. Ah ouais. Là, on sent le militantisme en plein. Et la toute dernière question de notre conversation. Comment te sens-tu au crépuscule, pour le dire de façon poétique, de cet échange ? Ah, mais c'était gai, hein ? C'était bien. Ça passait vite, hein ? Oui, mais moi je trouve. Oui, c'était gai, ça passait vite. C'était bien, c'était très bien. C'est une bonne idée que vous avez eue de faire ce genre de truc. Non, c'est bien. Bien, en tout cas, un tout grand merci. Il n'y a pas de quoi, hein ? Bonne chance pour la suite, pour vous. Merci. J'espère que cet épisode aura fait vibrer cette lumière fauve qui sommeille en toi. Si cette histoire t'a plu, aime-la, partage-la et fais-la rayonner autour de toi. Retrouve-nous sur toutes les plateformes de podcast et sur la chaîne YouTube de Ma Télé.
Et si toi aussi tu as une histoire à raconter ou que tu connais une lueur fauve dont l'histoire mérite d'être partagée, écris-nous à lueurfauve@mateli.be.